On a tous déjà vu des films d'animation. Le studio Ghibli a su nous donner foi totale dans un studio au fil des décennies, caractérisant immédiatement leurs nouveaux projets en chef-d'œuvre dès leur sortie en salle. D'autres films nous ont permis de confirmer le génie qui se cachait derrière des films d'animation tels que Paprika, Ghost in the Shell, Les Enfants Loups, Ame et Yuki, qui est mon film préféré, ou encore Summer Wars, et bien d'autres, tant la liste s'est allongée au fil du temps, nous prouvant, là encore, l'immense pouvoir des films d'animation qui n'attend qu'à être utilisés de la manière des plus originales. Mais parmi tout ce lot de chefs-d'œuvre se dégage un film qui les a surpassés. Un film qui a été innovant à la bonne époque, permettant encore aujourd'hui de déterminer son génie. Vous voyez très bien de qui je parle. Je parle en effet d'Akira. Et si Akira n'a plus rien à vous démontrer aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue science-fiction, d'ailleurs les gens ne réalisent que très peu le gap qu'a permis de passer Akira en termes de science-fiction, mais aussi d'un point de vue iconique, du point de vue de la conception des planches image par image et d'un dégradé de couleurs tout aussi exclusif, Akira est maître de son domaine, autant que Dragon Ball est celui du shonen. Attention, je te vois arriver, comment ça Dragon Ball est le maître du shonen? Alors, premièrement, c'est factuel, et secondement, même si mon animé préféré est Naruto, il faut rendre à César, ou plus spécialement à Akira, et pas celui du film, mais à Toriyama ce qui lui appartient, qu'il repose en paix. D'ailleurs, si vous souhaitez un vrai débat autour de cette question, faites-moi signe dans les commentaires. Bon, reprenons. Akira est au summum de son art, et c'est généralement lorsque l'on domine la catégorie que les challengers se présentent. Et si, terré dans l'ombre, un challenger avait relevé le défi? Un challenger ayant déjà fait ses preuves par le passé, prêt à remonter sur le ring, prêt à en découdre pour nous en mettre plein la vue. Eh bien, c'est l'histoire de Vampire Hunter D Bloodlust. Mais avant ça, remontons sur la généalogie de Vampire Hunter D. Vampire Hunter D est à la base un roman. Oui, moi aussi, ça m'a quelque peu surpris de savoir qu'à l'initiale, cette licence était un light novel. Mais vous allez voir, elle avait déjà tous les codes de son genre pour réussir. Écrit par Hideyuki Kikuchi et publié pour la première fois en 1983, Vampire Hunter D est le premier d'une série qui comptera plusieurs volumes et qui gagnera une grande popularité tant au Japon qu'à l'international. Le roman de Hideyuki ayant captivé les lecteurs avec son mélange unique de science-fiction, d'horreur et de fantasy, mais surtout avec son protagoniste D, qui est un Dhampir, c'est-à-dire né de l'union d'une femme humaine et d'un vampire, lui conférant donc les atouts des deux races. D étant partagé de par son existence, il le sera aussi bien dans sa tâche. Étant mercenaire, il peut être amené à chasser du vampire de haut rang ou de l'humain. Et le vrai bonheur de la série est, comme je l'ai cité plus tôt, qu'il possède le meilleur des deux races. Il n'a donc pas à se cacher du soleil tel que les autres vampires et reste autant plus puissant que les humains, nous faisant penser qu'il est un véritable prédateur né. Suite à ce succès retentissant qui changea le monde du roman SF et de la manière de le consommer, Vampire Hunter D se verra doté d'une adaptation cinématographique qui permettra de préparer le terrain pour son succès futuriste. Mais pour l'heure, on est en 85. Et voilà le premier film fraîchement arrivé en salle. Et le voici déjà avec un avis mitigé. Alors attendez 2 secondes, je sors de mon script pour vous dire que le film est un classique visuel pour l'époque. L'animation est folle, enfin tout est parfait de A à Z. Tellement que je me suis dit que j'allais pas trop vous en dire sur ce premier volet et que j'en ferai une vidéo à part entière. Mais quelle fut ma stupeur quand j'ai appris que les avis étaient mitigés. Tout ça parce que selon eux, le scénario était confus et qu'il y avait trop de violence. Alors oui, le film a été encensé par la presse pour ses côtés positifs. Mais sérieusement, les notes ont chuté pour de la pseudo-violence à une époque où un film sur 2 était soit avec Stallone ou Schwarzy et où ça déglinguait de partout et où même un exorciste qui est au passage un banger était déjà passé par là. La vérité est que la Japanimation était mal vue à l'époque et que si un film d'animation ne se contentait pas d'être un film heureux, mais au contraire voulait raconter quelque chose de plus froid, de plus sombre, on cherchait à l'évincer par tous les moyens. Regardez juste le combat médiatique qu'a subi les mangas dans les années 2000 avec la Pokémania, etc. et remonté encore de 15 ans et vous verrez que tous ces pseudo-avis n'étaient que des excuses. Je traite au passage de cette censure dans une de mes dernières vidéos si vous voulez en savoir plus. Parenthèse faite, revenons-en à nos vampires. Hormis les avis désabusifs, le film est un succès total. Il élève tellement la barre haute que même des films d'Hollywood auront du mal à tenir la barre. Mais ce n'est pas grave, car si sur le coup G n'a pas su être unanime, il était certes en avance sur son temps. Mais son temps, il ne l'a pas gaspillé, car comme un bon vampire, il était destiné à revenir plus grand et plus fort. « 15 ans à l'écart de toute compétition. 15 ans de neige et de glace.
15 ans après. Et après le passage d'un certain Akira qui mit la barre extrêmement haute, le voilà de retour et plus chargé que jamais. L'histoire du film commence avec la disparition d'une jeune femme, Charlotte, qui a été enlevée par un puissant vampire. Le comte Meyer Link. Ji est alors engagé pour la retrouver et la sauver. Mais il n'est pas le seul sur cette mission. Une équipe de chasseurs de vampires dirigée par le guerrier reprenant le nom de Giga et son acolyte. Les chasseurs humains se lancent également à sa recherche. Au fur et à mesure de sa quête, Ji découvre que Charlotte est tombée amoureuse de Meyer, ce qui complique sa mission. Ji, en proie à ses propres démons internes, se confronte à des questions sur l'humanité, l'amour et le sacrifice. L'histoire explore la dualité entre la nature humaine et vampirique, mettant en lumière les motivations des personnages, notamment celle de Meyer qui se révèle plus nuancée qu'un simple antagoniste. Et elle est là la différence, la putain de nuance, sérieusement. C'est quand la dernière fois que tu as regardé un film d'animation vraiment nuancé? Parce que là, c'est 105 minutes de nuance, aussi bien sur le camp des humains que des chasseurs ou des démons. Et je veux pas spoiler la fin au cas où certains d'entre vous décideraient d'aller visionner le film, mais j'ai compris que le film jouait véritablement sur le thème de la nuance et non pas seulement du vampirisme qu'on pourrait croire de prime abord par sa fin. Tout au long du film, on est questionné par une seule question. Et si? Même notre Ji, cette fois-ci, est beaucoup plus calme, non pas par son manque de combativité car il y a énormément de combats, mais par les blancs que Ji décide d'imposer à l'écran. Tantôt dans des silences de contemplation, tantôt dans des silences de réflexion. Et je vous le dis dès maintenant, vous ne pourrez prévoir aucune action qui s'en suivra à la vôtre. Cette fois-ci, le scénario n'a pas réitéré la même erreur que son premier film. L'histoire sera claire, tellement claire, que comme je l'ai souligné, un silence de la part de Ji nous permettra d'en comprendre bien plus qu'un long dialogue. J'aimerais vous en dire plus concernant ce film, mais c'est impossible. Le film a coûté 10 millions de dollars de production, soit le même coût qu'Akira, et personnellement, je le clame haut et fort, Akira n'est pas à la hauteur. Le seul argument qu'on pourrait me sortir pour sauver Akira serait son dégradé de couleur fait à la main, mais hormis ça, Akira se fait évincer par Bloodlust. Regardez ces scènes et ce passage sur l'eau somptueux, encore plus iconique que lorsqu'on affronte Dark Link dans Ocarina of Time. Les designs sont tellement fous que si vous me demandiez, Berserker, comment définis-tu le dessin manga, je répondrais Vampire Hunter, Ji Bloodlust. Regardez-moi ce charme infligeant de notre protagoniste et le chara-design de chaque personnage, nous faisant réellement comprendre leur personne, mais surtout, encore et toujours, leur nuance. Ce film est un must-have qui devrait à mon égard être visionné par chaque citoyen. Si tu souhaites devenir un psychopathe, regarde ce film. Si tu souhaites devenir une bonne personne, regarde ce film. Et tu y comprendras la base du monde, la lutte des nuances. Je sais que je l'ai déjà souligné, mais une force m'habite quand je viens à parler de ce film. Et je me dois de re-surligner ses décors, ses églises gothiques, ses ponts et autres. Il est sans doute le premier à le faire de cette manière et il le fait de la meilleure des manières. Qui plus est que Ji a influencé la vision que nous avons des vampires, car si l'archétype du ténébreux aux longs cheveux noirs ne date pas d'hier, je peux vous assurer qu'il est inspiré de Ji. D'ailleurs, certains ne se cachent même pas de l'affirmer, tels que les Castlevania, autant par les jeux que leurs séries animées, mais aussi d'autres animés tels que Blade pour citer que lui ou le fameux Underworld de 2003. Et la liste est encore longue, tant nous devons beaucoup à ce chef-d'œuvre. Le film a aussi eu le droit à un orchestre pour ses pistes audio dignes des plus grands chefs-d'œuvre de notre ère. Si vous avez la possibilité de mater le making-of, faites-le. Et pour ceux qui n'auraient pas le DVD, ne vous en faites pas, j'essaierai de le poster sur mon Patreon. Mais pour ceux qui aimeront le film, vous vous rendrez vite compte que les making-of nous apportent des subtilités très importantes qui nous permettent de l'approcher différemment. Surtout pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas trop en général regarder ce genre de bonus. Mais pour Bloodlust, c'est différent. Je me suis fait happer par lui. D'ailleurs, je ne serai pas le seul à m'être fait happer par lui, car le film a été diffusé pour sa première fois à l'Egyptian Theatre, qui est tout simplement le cinéma le plus prestigieux des années 2000. Alors j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et surtout que je vous ai donné envie de voir celui qui, pour moi, surpassait de loin Akira, notre très cher Ji. Pour ceux qui souhaitent m'aider et bénéficier de contenu inédit à venir, ma page Patreon est en description. Et pour les autres, je vous invite à faire part de votre avis dans les commentaires et à vous abonner. Au revoir, jeunes gens.